Dans l'écrin feutré de la cabine de première classe d'un avion de la compagnie Étoile Céleste, un claquement sec déchira l'air, un son aussi brutal qu'un coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Amélie Dubois, une femme noire de 34 ans, au port altier et à la peau d'ébène luisant sous les lumières tamisées, berçait son fils Léon, âgé de 6 mois, lorsqu'une main s'abattit sur sa joue. La gifle, assénée par Claire Beaumont, une hôtesse de l'air aux cheveux blonds impeccablement tirés en chignon, fit taire la cabine entière. Les regards se figèrent, les murmures s'éteignirent, et le souffle des passagers sembla suspendu dans l'atmosphère lourde du vol 237 reliant Rio de Janeiro à São Paulo. Amélie, dont les yeux bruns profonds brillaient d'un mélange de choc et de dignité, serra Léon contre son cœur, ses doigts fins crispés sur la couverture de lin blanc du nourrisson. Claire, drapée dans son uniforme bleu marine, toisa Amélie avec un mépris glacial, ses lèvres pincées en un rictus de dédain. « Silencez cet enfant, il dérange tout le monde », lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Ce que Claire ignorait, dans l'arrogance de son geste, c'était qu'Amélie n'était pas une passagère ordinaire. Elle était l'épouse d'Antoine Lefèvre, le puissant PDG d'Étoile Céleste, un homme dont la voix, bientôt, résonnerait comme un verdict divin dans cette cabine transformée en théâtre d'une injustice criante. Ce n'était pas qu'une gifle, c'était l'étincelle d'une bataille pour la justice, une lutte contre le racisme et l'élitisme qui allait secouer le Brésil tout entier, portée par la rage contenue d'une femme noire, mère et épouse, dont la dignité refusait de plier. Amélie, styliste de mode reconnue, avait grandi dans les rues animées de Salvador, où le rythme du samba et la chaleur des terreiros de Candomblé avaient forgé son caractère. Ses créations, mélange audacieux de motifs africains et de coupes modernes, avaient conquis les podiums de Paris à São Paulo, mais ce soir-là, dans la cabine de première classe, elle n'était qu'une mère apaisant son fils. Léon, avec ses boucles serrées et ses petites mains agrippant le tissu de sa robe, émit un gémissement léger, un son familier à toute mère, mais qui sembla insupportable à Claire. L'hôtesse, âgée d'une quarantaine d'années, avait gravi les échelons d'Étoile Céleste avec une rigueur implacable, convaincue que l'ordre et la discipline étaient les piliers de son autorité. Pour elle, la présence d'Amélie, une femme noire avec un bébé, dans l'espace raffiné de la première classe, était une anomalie, une intrusion dans son monde soigneusement hiérarchisé. « Vous ne devriez pas être ici », murmura Claire, assez bas pour que seuls ceux à proximité l'entendent, mais assez fort pour que l'insulte raciale perce le cœur d'Amélie comme une flèche empoisonnée. Amélie pourtant resta immobile, son regard fixé sur Claire, un mélange de défi et de retenue. Elle ne céderait pas à la provocation, pas devant son fils, pas devant ces inconnus dont les yeux la scrutaient avec curiosité, jugement, ou, pour certains, une solidarité silencieuse. Autour d'eux, la cabine devint un microcosme du Brésil, un pays où les tensions raciales et sociales frémissaient sous la surface. Julien Moreau, un photographe indépendant de 28 ans assis au rang 3B, avait discrètement sorti son téléphone, filmant la scène avec une précision d'artiste. Ses dreadlocks tombant sur ses épaules, il observait avec une indignation croissante, ses doigts tremblants sur l'écran. À côté, Madame Geneviève Dupont, une femme d'une soixantaine des 28 ans, à la chevelure argentée et au tailleur impeccablement coupé, murmura à son mari, un retraité discret, « C'est inacceptable ». Elle griffonna un message sur un bout de papier, déterminée à contacter une amie journaliste pour signaler l'incident. À l'autre bout de la cabine, un homme d'affaires, Marc Leclerc, la cinquantaine, costume 3 pièces et montre en or, secoua la tête avec mépris. « Elle n'a rien à faire ici avec un bébé », marmonna-t-il à son voisin, un jeune cadre dynamique qui acquiesça sans un mot. Une adolescente, Clara, 16 ans, avec un bonnet coloré et des écouteurs autour du cou, chuchota à sa mère. « C'est du racisme, non ?» Sa mère, une enseignante nommée Anaïs, hocha la tête, les larmes aux yeux, mais garda le silence, craignant d'attirer l'attention. La tension dans la cabine était palpable, un mélange de gêne, de colère et de curiosité. Les passagers, témoins involontaires, étaient divisés. Certains détournèrent le regard, d'autres échangeaient des murmures. Et Julien continuait de filmer, son cœur battant au rythme de l'injustice qu'il capturait. Claire, sentant le poids des regards,
redressa le menton avec une arrogance qui masquait son trouble. « Contrôlez cet enfant ou quittez cette cabine !» ordonna-t-elle, ses mots dégoulinant de venin. Elle s'avança, prête à ajouter une nouvelle remarque cinglante, mais un craquement soudain interrompit son élan. L'interphone de la cabine s'anima, et une voix grave, autoritaire, emplit l'espace comme un grondement divin. « Claire Beaumont, ici Antoine Lefebvre, PDG d'Étoile Céleste. Vous venez d'agresser ma femme. Votre carrière est terminée. » Un silence stupéfait envahit la cabine. Les têtes se tournèrent vers les haut-parleurs, incrédules. Madame Dupont laissa échapper un soupir de satisfaction, ses doigts serrant le papier où elle avait noté son message. Julien, le photographe, ajusta son téléphone, capturant l'instant où le visage de Claire se décomposa, son sourire arrogant se muant en panique. « C'est absurde! Un canular !» s'écria-t-elle, sa voix stridente trahissant sa nervosité. Elle pivota sur ses talons, ses escarpins claquant sur le tapis, et se dirigea vers le galet, espérant y trouver refuge. Mais une autre voix, celle du capitaine Philippe Durand, un homme robuste aux tempes grisonnantes, tonna à son tour. « Claire Beaumont, ce n'est pas un canular. Présentez-vous immédiatement au galet. » La cabine s'embrasa de murmures. Marc Leclerc, l'homme d'affaires, renversa son verre de whisky, le liquide ambré éclaboussant sa tablette, tandis qu'il fixait la scène, abasourdi. Clara, l'adolescente, gloussa, lançant un regard complice à sa mère. Julien, lui, continuait de filmer, un sourire de triomphe naissant sur ses lèvres. Claire s'immobilisa, les épaules raides, son assurance ébranlée. Elle chercha du regard un signe que tout cela n'était qu'une erreur. Mais ses yeux croisèrent ceux d'Amélie, toujours calme, berçant Léon avec une tendresse infinie, comme si l'humiliation n'avait jamais eu lieu. Claire ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son royaume de première classe, bâti sur des préjugés, s'effondrait sous les regards accusateurs des passagers. Le capitaine Durand émergea du cockpit, son uniforme impeccablement repassé, son regard perçant comme une lame. Il marcha d'un pas ferme, s'arrêtant près de Claire. « Maintenant », ordonna-t-il, sans laisser place à la discussion. Claire serra les mâchoires, ses joues pâles s'empourprant de honte, et suivit le capitaine, ses pas mécaniques, comme ceux d'une marionnette. En passant près d'Amélie, elle ne put s'empêcher de lancer une dernière pique, à voix basse. « Tu pensais avoir gagné, hein? Je vais arranger ça. » Le mot qu'elle murmura ensuite, un slur raciste, fut assez discret pour échapper au capitaine, mais assez clair pour qu'Amélie l'entende. Les doigts d'Amélie se crispèrent sur Léon, mais son visage resta un rempart de dignité. Elle ne donnerait pas à Claire la satisfaction de voir sa douleur. Dans le galet, derrière un rideau bleu épais, Claire s'adossa au comptoir, les bras croisés, son esprit en ébullition. Comment cette femme, avec sa robe simple et son bébé pleurnichard, pouvait-elle être mariée au PDG d'Étoile Céleste? Cela défiait sa vision du monde, un monde où chacun devait rester à sa place. Elle saisit son téléphone, ses doigts tremblants tapant un message à son représentant syndical, François, un homme maigre qu'elle connaissait depuis des années. Ils veulent me virer à cause d'une passagère et de son bébé. Ils prétendent qu'elle est la femme d'Antoine Lefebvre. C'est une machination. Sors-moi de là. Elle envoya le message, le pouls battant. Mais Claire n'en resta pas là. Dans un élan de rage, elle appela Sophie, une hôtesse junior de 25 ans, aux cheveux châtains bouclés et au regard nerveux, qui l'admirait comme un modèle d'autorité. « Sophie, j'ai besoin de toi », ordonna Claire. « J'ai entendu cette femme parler à son mari au téléphone, jouant les victimes. Enregistre ça, coupe ce qu'il faut, fais en sorte qu'elle passe pour l'agresseuse. Envoie-le à Pierre, ce journaliste de TV Bahia. Il adore les scandales. » Sophie hésita, mais la voix autoritaire de Claire la pressa. « Fais-le maintenant ou tu tomberas avec moi. » Dans la cabine, Amélie berçait Léon, ses pleurs apaisés par le rythme doux de ses bras. La voix d'Antoine à l'interphone avait été un phare dans la tempête, une promesse de justice. Elle savait qu'il interviendrait, mais pas avec une telle force publique. Elle regarda par le hublot, les nuages défilant comme des flammes blanches dans la nuit brésilienne, et murmura
Elle ne sait pas ce qui l'attend. Claire pensait avoir humilié Amélie, l'avoir dépouillée de sa dignité devant tous, mais Amélie n'était pas brisée. La chute de Claire serait aussi brutale que son arrogance. Les passagers regagnèrent leur siège, certains lançant des regards furtifs à Amélie, d'autres vers le rideau du galet où Claire s'était retranchée. Les lumières de la cabine s'adoucirent, le vol poursuivant sa route vers Sao Paulo, mais l'air restait chargé d'une tension orageuse. Soudain, Marc Leclerc, l'homme d'affaires, se leva, le visage rouge d'indignation. « C'est scandaleux !» s'exclama-t-il, assez fort pour que tous l'entendent. « Cette femme amène un bébé bruyant en première classe et utilise son mari riche pour accuser l'hôtesse. Elle devrait être reléguée à l'arrière de l'avion. » Ces mots, empreints d'un racisme voilé et d'élitisme, rallumèrent en la cabine. Quelques passagers murmurèrent de leur assentiment, tandis que Julien, le photographe, riposta. « Vous avez vu la gifle, imbécile ?» Sa voix tremblait de colère. Clara, l'adolescente, éclata de rire, lançant à Marc. « T'as peur de perdre ton petit privilège, tonton ?» La cabine se scinda en deux camps, une guerre de regards et de chuchotements, avec Amélie au centre, sa sérénité contrastant avec le chaos. Dans le galet, Claire entendit l'altercation et esquissa un sourire. Le soutien de Marc était une étincelle pour son plan. Elle ouvrit son téléphone, voyant un message de Pierre, le journaliste. « Audio reçu, on publie maintenant, ça va exploser. » Claire rit, ses yeux brillants de malice. Elle ne se contenterait pas de sauver son poste, elle détruirait Amélie. Alors que l'avion amorçait sa descente vers Sao Paulo, l'interphone crépita à nouveau. Le capitaine Durand annonça l'atterrissage imminent, ajoutant d'un ton grave. « Claire Beaumont, restez dans le galet. Vous n'êtes pas autorisé à sortir jusqu'à nouvel ordre. » Les murmures reprirent de plus belle. Julien posta sa vidéo sur les réseaux sociaux, titrée « Hôtesse raciste humiliée ». La vidéo atteignit 10 000 vues avant même que l'avion ne touche le sol. Lorsque les roues d'Étoile Céleste rencontrèrent la piste, le choc physique fut éclipsé par celui qui attendait Amélie. En descendant, Léon blottit contre elle, sa joue encore brûlante. Elle fut interceptée par deux officiers de police militaire, leurs uniformes gris imposants. L'un d'eux, un homme blanc au bouc soigné, brandit une tablette affichant l'audio falsifié de Pierre. « Amélie Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur une hôtesse de l'air, » déclara-t-il, sa voix froide. Les menottes claquèrent sur ses poignets et Léon fut arraché de ses bras par un agent de sécurité maladroit. Amélie cria « Je n'ai rien fait, c'est elle qui m'a frappé. » Son cri déchira le terminal, touchant Julien qui filmait, les larmes aux yeux. Claire, escortée hors de l'avion, observait de loin, un sourire venimeux aux lèvres. L'audio falsifié, amplifié par Pierre, avait transformé Amélie en coupable. Marc Leclerc, passant près d'elle, ricana. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas sa place. Julien, furieux, posta la vidéo de l'arrestation avec la légende. C'est du racisme pur. Sauvez Amélie. La vidéo explosa, atteignant 50 000 vues en quelques minutes. Mais le mal était fait. Claire avait retourné la situation, faisant d'Amélie la méchante aux yeux d'un Brésil prompte à avaler les mensonges. Dans la voiture de police, Amélie, les poignets meurtris par les menottes, fixait les lumières floues de São Paulo à travers la vitre, murmurant « Ce n'est pas fini ». Claire pensait avoir triomphé, mais Amélie savait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Dans l'obscurité oppressante d'une cellule exiguë du centre de détention pour femmes de São Paulo, Amélie Dubois, drapée dans un uniforme orange râpé, serrait ses bras contre sa poitrine, le cœur brisé par une douleur plus vive que la gifle infligée par Claire Beaumont, l'hôtesse raciste d'Étoile Céleste. La brûlure de cette humiliation, portée dans la cabine de première classe devant des dizaines de regards indiscrets, n'était rien face à l'angoisse qui la consumait. Léon, son fils de 6 mois, aux boucles serrées et au sourire innocent, avait été arraché de ses bras à l'aéroport, confié à des mains étrangères par un service social sans visage. Un audio falsifié, une machination orchestrée par Claire et sa complice, Sophie, une jeune hôtesse au regard fuyant, avait transformé Amélie en monstre aux yeux du monde. Dans cet enregistrement perfide, sa voix, habilement manipulée, semblait menacer Claire,
effaçant toute trace de l'agression raciste. Les murs de béton semblaient se refermer sur elle, mais dans l'âme d'Amélie, une flamme s'allumait, un feu nourri par l'amour maternel et la certitude que la vérité, comme un vin millésimé dans les caves de Bordeaux, finirait par révéler sa puissance. Dehors, le Brésil bouillonnait d'une fureur divisée. Sur les réseaux sociaux, la hashtag Justice pour Amélie gagnait du terrain, portée par Julien, le photographe indigné du vol, tandis que Claire, tapie dans l'ombre d'un motel sordide, tissait un filet de mensonges plus vaste encore, déterminé à réduire Amélie en cendres. Cette lutte, digne d'un drame de Corneille, où l'honneur et la trahison s'entrelacent, vibrait au rythme des tambours du candomblé et des cris des rues brésiliennes, dans un pays où la quête d'égalité résonnait comme un chant révolutionnaire. L'arrestation d'Amélie à l'aéroport de São Paulo avait déclenché une tempête médiatique. Julien Moreau, le photographe de 28 ans aux dreadlocks tombant sur les épaules, postait sans relâche sur les réseaux sociaux, sa vidéo de la gifle atteignant 200 000 vues en quelques heures. Ces messages, écrits avec la fougue d'un poète maudit, appelaient à la justice. Cette femme a été humiliée pour sa couleur de peau. Où est l'honneur du Brésil? Dans le terminal, Madame Geneviève Dupont, la passagère aux cheveux argentés et à l'élégance intemporelle, observait la scène avec une indignation contenue. Ancienne professeure de littérature à la Sorbonne, elle connaissait la puissance des récits et des images. Depuis son siège, elle rédigea un courriel à Camille, rédactrice en chef d'un grand quotidien parisien, décrivant l'incident avec une précision digne de Flaubert. « Cette injustice est une tache sur l'âme d'un pays », écrivit-elle, ses doigts tremblants d'émotion. « Il faut que le monde sache. » Pendant ce temps, Claire, escortée hors de l'avion par un agent de sécurité, ne perdait pas une seconde. Depuis le galet, elle avait contacté Pierre, un journaliste de TV Bahia au sourire cynique, connu pour transformer les scandales en or médiatique. Pierre, 45 ans, vêtu d'un costume froissé, reçut l'audio falsifié de Sophie avec un rictus satisfait. « Ça va faire exploser l'audience », murmura-t-il, imaginant les gros titres. Ce soir-là, sur l'écran de TV Bahia, Pierre apparut, micro en main, le regard grave. Amélie Dubois, épouse du PDG d'Étoile Céleste, a attaqué une hôtesse exemplaire, perturbant un vol de luxe. Des témoins confirment qu'elle a menacé Claire Beaumont, une travailleuse dévouée. Les mots, choisis avec soin, étaient une dague plantée dans la réputation d'Amélie. Sur les réseaux sociaux, une vague de commentaires haineux déferla. Elle n'a rien à faire en première classe. Une femme comme elle manipule son mari pour semer le chaos. Claire, depuis une chambre de motel miteuse à la périphérie de São Paulo, où les murs écaillés et le bourdonnement d'un ventilateur cassé composaient un décor lugubre, riait en lisant les réactions, une canette de Brahma à la main, son visage pâle illuminé par l'écran de son téléphone. Dans la prison, Amélie avançait dans un couloir étroit, encadré par 2 gardiennes au visage fermé. L'une d'elles, Fernanda, une femme d'une trentaine d'années au regard cruel, la poussa brutalement contre le mur. « Avance-toi » cracha-t-elle, son ton chargé du même mépris que celui de Claire. Amélie, le menton levé, refusa de baisser les yeux, son regard brûlant d'une dignité silencieuse. Elle fut jetée dans une cellule surpeuplée, où une dizaine de femmes l'observaient avec suspicion. Parmi elles, Maria, une détenue de 45 ans aux cheveux gris noués en une tresse serrée, se tenait à l'écart. Ancienne couturière de Salvador, condamnée pour un délit mineur, Maria dégageait une aura de sagesse. « J'ai vu la vidéo sur le téléphone d'une garde », murmura-t-elle à Amélie, ses yeux brillants d'empathie. « Ce qu'ils disent sur toi, c'est faux. Tu n'es pas seule. » Amélie, épuisée mais touchée par cette solidarité inattendue, hocha la tête, ses lèvres esquissant un sourire fragile. « Ils veulent me briser, Maria, » répondit-elle, sa voix basse mais ferme, comme un vers de Victor Hugo défiant l'adversité. Maria lui tendit un morceau de papier et un crayon usé, volé à une gardienne. « Écris à ton mari. Je connais quelqu'un qui peut faire sortir un message. » Amélie, les doigts tremblants, griffonna quelques mots. « Antoine, je suis en vie. Clairement. Trouve la vérité. »
Maria glissa le papier dans son uniforme, promettant de le transmettre à un contact à l'extérieur, une femme nommée Anaïs, une ancienne collègue qui travaillait comme femme de ménage à l'aéroport. À la cède d'Étoile Céleste, Antoine Lefebvre, un homme de 40 ans au charisme magnétique, arpentait son bureau vitré, sa chemise froissée trahissant des nuits sans sommeil. Ses yeux bleus, d'ordinaire perçants comme ceux d'un aigle, étaient rougis par la colère et l'inquiétude. « Ma femme est en prison à cause d'une menteuse », rugit-il au téléphone, s'adressant à Isabelle, son avocate, une femme de 42 ans, aux cheveux noirs coupés courts et au regard acéré comme une lame de Tolède. Isabelle, depuis son bureau à Paris, analysait les enregistrements des caméras de l'avion. « Le système a été saboté, Antoine, » dit-elle, sa voix tendue mais professionnelle, comme celle d'un chef d'orchestre avant une symphonie cruciale. « Mais j'ai un contact à l'aéroport, Carlos, qui pourrait avoir une copie de la vidéo originale. » Carlos, un employé de maintenance de 25 ans, à la peau mate et au sourire timide, travaillait dans les hangars d'Étoile Céleste. Fils d'une domestique bayanaise, Donna Rosa, il connaissait les injustices du monde. Il avait vu la vidéo originale, celle où Claire frappait Amélie, et l'avait sauvegardée sur une clé USB avant que le système ne soit effacé. Mais son courage avait un prix. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez sa mère, une femme de 60 ans aux mains calleuses et au regard d'acier, il reçut un message anonyme. « Reste silencieux, ou ta famille paiera. » Carlos, le cœur battant, serra la clé USB dans sa poche, sa conscience luttant contre la peur. « Maman m'a appris à ne jamais me taire, » murmura-t-il, décidé à agir. Claire, elle, ne relâchait pas sa vendetta. Depuis son motel, où l'odeur de moisi et le grincement d'un ventilateur cassé emplissaient l'air, elle orchestrerait la chute d'Amélie. Elle contacta un groupe d'extrémistes rencontrés sur des forums obscurs, des individus partageant son mépris pour l'ascension des Noirs dans les cercles d'élite. Avec l'aide de Pierre, qui diffusa l'adresse d'Amélie lors d'une émission en direct, une foule d'une 40aine de personnes se rassembla devant la maison modeste d'Amélie et Antoine dans le quartier de Morumbi. Ils brandissaient des pancartes haineuses. « Dehors, Amélie. Justice pour Claire. » Un homme barbu, vêtu d'une chemise à carreaux, lança une pierre qui brisa une fenêtre, tandis qu'une femme aux cheveux teints en rouge tagua « Intruse » sur le mur en lettres criardes. Une odeur d'essence flottait dans l'air, et une bouteille enflammée s'écrasa contre la façade, transformant la maison en un brasier. Les flammes dévoraient les rideaux, les meubles, les créations d'Amélie, des robes qu'elle avait dessinées avec amour, inspirées des motifs de son héritage afro-brésilien. Antoine, alerté par un voisin, arriva trop tard, les yeux fixés sur les décombres fumants. Un billet attaché à une pierre gisait à ses pieds. « Ce n'est que le début, Amélie. » Il serra les poings, sa fureur bouillonnant comme un orage sur la côte d'Azur. Dans la prison, Amélie ignorait le sort de sa maison, mais la douleur de l'absence de Léon la dévorait. Maria, sa nouvelle alliée, veillait sur elle, la protégeant des regards hostiles des autres détenus. Vanessa, une femme imposante aux bras couverts de tatouages, s'approcha d'Amélie dans la cour, un rictus mauvais aux lèvres. « Alors, la princesse de la première classe, tu pensais t'en tirer comme ça ?» lança-t-elle, encouragée par la garde Fernanda, qui observait avec un sourire sadique. « Laissez-la apprendre sa leçon, » dit Fernanda, allumant une cigarette. Amélie, les côtes encore douloureuses de son arrivée brutale, releva la tête. « Vous croyez leurs mensonges, » répondit-elle, sa voix ferme comme un ver de racine, défiant l'adversité. Vanessa s'avança, prête à frapper, mais Maria s'interposa, son regard brûlant d'une autorité silencieuse. « Touche-la et tu regretteras, » murmura-t-elle, brandissant un éclat de verre improvisé. Les autres détenus reculèrent, intimidés par la force tranquille de Maria. Amélie, reconnaissante, serra la main de Maria. « Merci, » murmura-t-elle, ses yeux embués mais résolus. À l'extérieur, Julien et Madame Dupont unissaient leurs efforts. Julien, depuis un café discret de la Villa Madalena, téléchargea sa vidéo sur une plateforme internationale, attirant l'attention de médias français comme Le Figaro. Madame Dupont, avec son réseau parisien, alerta Camille, qui prépara un article cinglant pour Le Monde. « Cette affaire est un miroir des fractures raciales du Brésil », écrivit Camille, comparant le scandale à une tragédie moderne.
Pendant ce temps, Carlos, malgré les menaces, rencontra Isabelle dans un entrepôt près de l'aéroport. « Voici la clé USB », murmura-t-il, ses mains tremblantes. La vidéo montre tout. Claire frappe Amélie. Isabelle saisit l'objet, consciente du danger qu'il représentait. « Tu es courageux, Carlos, » dit-elle, sa voix douce mais ferme, comme une mère consolant un enfant. « Mais fais attention, ils savent où tu vis. » Cette nuit-là, 2 hommes masqués firent irruption chez Donna Rosa, brisant les vitres et renversant les meubles. « Où est la clé ?» hurlèrent-ils. Donna Rosa, brandissant une poêle en fonte, les affronta avec la bravoure d'une lionne. « Vous ne toucherez pas mon fils !» cria-t-elle, frappant l'un des intrus avant d'être repoussée. Carlos, caché dans la cave, envoya un dernier message à Isabelle. « Ils sont ici, fais vite !» Dans la prison, l'espoir d'Amélie vacillait, mais ne s'éteignait pas. Maria revint avec une nouvelle. Son message avait atteint Antoine via Anaïs, la femme de ménage de l'aéroport. « Il va te sortir de là », murmura-t-elle, glissant un regard complice. Mais l'espoir fut de courte durée. À la télévision de la prison, Pierre réapparut, cette fois avec une nouvelle accusation. Amélie Dubois a menacé la sécurité du vol, selon des sources fiables. Son comportement mettait en danger tous les passagers. Une foule grossissait devant la prison, brandissant des pancartes racistes. « Amélie en cage !» Sur les réseaux sociaux, les commentaires haineux pleuvaient. « Enfermez-la pour toujours. Une noire qui se prend pour une reine. » Amélie, voyant l'écran, sentit son estomac se nouer. Le Brésil qu'elle aimait, celui des sambas endiablés, des étreintes chaleureuses, des marchés vibrants de Salvador, semblait lui tourner le dos. Mais au fond d'elle, une voix, comme un air de Piaf chantant la résilience, refusait de capituler. « Non, je ne regrette rien. » Elle se redressa, ses yeux brillants d'une fureur contenue, comme une héroïne de Zola luttant contre un destin injuste. Claire, dans son motel, ignorait que la clé USB de Carlos était entre les mains d'Isabelle. Elle ouvrit une autre Brahma, riant devant les posts haineux qui inondaient les réseaux sociaux. « Elle est finie », murmura-t-elle, levant sa canette comme un toast à sa victoire. Elle posta anonymement. « Amélie Dubois est une imposture, une femme qui manipule son mari riche pour détruire une honnête travailleuse. » Le post explosa, atteignant 500 000 likes, alimentés par des extrémistes. Une foule de 50 personnes se forma devant le siège d'Étoile Céleste, brandissant des drapeaux et des pancartes. « Défendez Claire ! Dehors Amélie !» Un homme avec une tatouage d'aigle lança une pierre, brisant une vitre de la façade. « Cette compagnie trahit le peuple !» hurla-t-il, tandis que la foule rugissait, nourrie par les mensonges de Claire et Pierre. Mais le filet de mensonges commençait à se déchirer. Isabelle, dans un bureau sécurisé d'Étoile Céleste, connecta la clé USB à son ordinateur. La vidéo originale chargeait lentement, chaque seconde une éternité. Julien, de son côté, partagea un nouveau post. « La vérité est proche. #Justice pour Amélie ». La hashtag atteignit 1 million de mentions, et des voix commencèrent à s'élever, timidement d'abord, puis avec force. C'est du racisme pur. Claire a menti. Dans la prison, Amélie, soutenue par Maria, sentit une lueur d'espoir, comme une étoile perçant les nuages d'une nuit brésilienne. Claire croyait avoir triomphé, mais la vérité, tel un torrent, était sur le point de tout emporter. Dans une explosion de lumière et de vérité, la télévision nationale brésilienne interrompit ses programmes pour diffuser une image qui allait changer le cours de l'histoire. La vidéo originale, sauvegardée par Carlos, l'employé de maintenance au courage discret, montrait Claire Beaumont, l'hôtesse raciste d'Étoile Céleste, assénant une gifle cinglante à Amélie Dubois, une femme noire tenant son fils Léon dans ses bras. Le visage de Claire, figé dans un rictus de mépris, contrastait avec la dignité d'Amélie, qui berçait son bébé avec une sérénité inébranlable. Cette image, brute et irréfutable, éclata comme une bombe dans le cœur du Brésil, un pays où les blessures du racisme saignaient encore sous la surface vibrante de ses sambas et de ses rues colorées. La hashtag #Justice pour Amélie, portée par Julien,
le photographe passionné explosa sur les réseaux sociaux, atteignant 5 millions de mentions en quelques heures. Amélie, libérée de sa cellule dans un éclat de soleil qui frappait son visage comme une caresse, retrouva Léon, ses boucles serrées contre sa joue, dans une étreinte qui semblait arrêter le temps. Mais la bataille n'était pas finie. Claire, en fuite vers la frontière paraguayenne, croyait encore pouvoir échapper à la justice, tandis qu'un assassin, engagé dans l'ombre, traquait Amélie dans un entrepôt désaffecté de l'aéroport. Ce dernier acte, digne d'un drame de Dumas où la vertu triomphe après 1000 périls, allait voir Amélie transformer sa douleur en une force aussi puissante que les vagues de l'Atlantique, portée par l'amour, la communauté et une foi indéfectible en un avenir plus juste. Le Brésil, divisé entre l'ombre du passé et l'espoir d'un renouveau, retenait son souffle, prêt à acclamer une héroïne née dans les flammes de l'adversité. La diffusion de la vidéo originale sur Globo, orchestrée par Isabelle, l'avocate d'Antoine Lefèvre, marqua un tournant. Le présentateur, un homme à la voix grave et au costume impeccablement taillé, s'adressa à la nation avec une solennité rare. Nouvelles images révèlent une vérité choquante. Claire Beaumont, hôtesse d'étoiles célestes, a agressé Amélie Dubois, épouse du PDG, dans un acte de racisme flagrant. L'écran montra Claire, son sourire arrogant s'effondrant sous le poids de son propre mépris, tandis qu'Amélie, immobile, protégeait Léon avec une grâce qui semblait défier l'humiliation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Julien Moreau, depuis son petit appartement de São Paulo, pleurait de joie en voyant sa vidéo originale, postée sous « Moi, justice pour Amélie », atteindre 10 millions de vues. « La vérité l'emporte », écrivit-il, ses doigts tremblants sur le clavier. Madame Geneviève Dupont, la passagère distinguée, sirota un thé dans son salon élégant, un sourire satisfait aux lèvres en lisant l'article de Camille dans Le Monde, intitulé « Un scandale aérien révèle les fractures du Brésil ». À l'aéroport, Carlos, le jeune employé de maintenance, était caché chez sa mère, Donna Rosa, après l'attaque des hommes de main envoyés pour le faire taire. Donna Rosa, une femme aux mains calleuses et à l'âme forgée dans les luttes de Bahia, le serra contre elle. « Tu as fait ce qui est juste, mon fils », murmura-t-elle, ses yeux brillants de fierté. Mais la menace pesait encore. Claire, désormais fugitive, avait juré de détruire Amélie, et son plan final prenait forme dans l'ombre. À la prison, l'annonce de la libération d'Amélie fut accueillie par un silence stupéfait. Maria, la détenue aux cheveux gris, embrassa Amélie, ses yeux embués de larmes. « Tu es plus forte qu'eux tous », murmura-t-elle, glissant dans la main d'Amélie un petit bracelet tressé, un symbole d'espoir inspiré des traditions bahianaises. La garde Fernanda, qui avait pris plaisir à tourmenter Amélie, détourna le regard, son arrogance ébranlée. Vanessa, la détenue tatouée qui avait menacé Amélie, s'approcha, hésitante. « Je me suis trompée », marmonna-t-elle, baissant les yeux. Amélie, sans rancune, hocha la tête. « On nous a tous menti », répondit-elle, sa voix douce mais ferme, comme un verre de Verlaine porté par le vent. En quittant la prison, Amélie marcha sous un soleil brûlant, son cœur battant à l'idée de retrouver Léon. À l'entrée, Antoine l'attendait, tenant leur fils dans ses bras. Léon, avec ses petites mains tendues, poussa un cri de joie en voyant sa mère. Amélie courut vers eux, ses larmes coulant librement alors qu'elle serrait Léon contre sa poitrine. « Plus jamais », murmura-t-elle, embrassant ses boucles. Antoine, les yeux rougis, l'enlaça. « Tu es le cœur de ce pays, Amélie », dit-il, sa voix tremblante d'émotion. Mais leur réunion fut de courte durée. Isabelle appela Antoine, la voix tendue. « Claire est en fuite. Elle a engagé quelqu'un pour s'en prendre à Amélie. Soyez prudents. » Claire, dans un vieux pick-up volé, roulait à toute allure sur une route poussiéreuse vers la frontière paraguayenne. Ses cheveux blonds, autrefois impeccablement coiffés, pendaient en mèches désordonnées, et ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, trahissaient la panique. Elle écoutait la radio, où la nouvelle de la vidéo originale tournait en boucle. « Ils savent tout », murmura-t-elle, serrant le volant. Elle appela Diego, un homme de main qu'elle avait contacté via des réseaux obscurs. Diego, un homme maigre aux cicatrices sur le visage, avait accepté de traquer Amélie pour une somme modique.
Elle est à l'aéroport, dans un entrepôt désaffecté, dit Claire, sa voix froide comme l'acier. Fini le travail. Ce que Claire ignorait, c'était qu'Isabelle avait localisé son téléphone grâce à un contact dans la police fédérale. Diego, tapi dans l'ombre d'un entrepôt puant l'huile et le métal, attendait Amélie, une lame à la main, ses yeux brillants comme ceux d'un prédateur. Amélie, sans le savoir, avait été attirée dans ce piège par un message falsifié, prétendument envoyé par Carlos, lui demandant de le rejoindre pour récupérer une preuve décisive. Anaïs, la femme de ménage qui avait fait sortir le message d'Amélie de la prison, l'avait accompagnée, sentant que quelque chose clochait. Dans l'entrepôt, l'air était lourd, et Amélie, vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt, avançait prudemment, un tuyau de métal ramassé au sol comme seule arme. « Carlos » appela-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Une ombre bougea, et Diego surgit, sa lame scintillant sous une lumière pâle. « Tu as causé trop de problèmes » grogna-t-il, s'approchant lentement. Amélie, le cœur battant, serra le tuyau, son instinct de survie prenant le dessus. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques » répondit-elle, sa voix tremblante mais résolue, comme une héroïne de Stendhal défiant le destin. Anaïs, cachée derrière une caisse, envoya un message désespéré à Antoine. « Entrepôt 7, danger ». Antoine, alerté, sauta dans une voiture avec 2 agents de sécurité d'Étoile Céleste, des hommes robustes armés de talkies-walkies. Ils foncèrent vers l'aéroport, le moteur rugissant comme un écho de leur urgence. Dans l'entrepôt, Amélie esquiva un coup de Diego, le tuyau sifflant dans l'air alors qu'elle frappait son bras. La lame tomba, cliquetant sur le béton, et Diego rugit de douleur. Amélie, portée par une fureur maternelle, cria « Pour Léon !» et frappa à nouveau, le repoussant contre une pile de caisses. Anaïs, courageuse malgré sa peur, lança une boîte métallique, distrayant Diego. À cet instant, Antoine et ses hommes firent irruption, les phares de leur voiture illuminant l'entrepôt comme un projecteur de théâtre. « Amélie !» cria Antoine, courant vers elle. Les agents immobilisèrent Diego, le menottant avec des attaches en plastique. Amélie tomba dans les bras d'Antoine, ses larmes coulant non de peur, mais de soulagement. « Léon va bien » demanda-t-elle, sa voix rauque. Antoine hocha la tête, l'enlaçant. « Il a besoin de sa mère. On va tout arrêter. » Pendant ce temps, Isabelle, depuis le siège d'Étoile Céleste, transmit la vidéo originale à tous les grands médias, de Globo à CNN Brésil. La vérité se répandit comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, les commentaires changèrent en 2 tons. « Claire est une menteuse. Amélie est une héroïne », écrivirent des milliers d'internautes. Julien, dans son appartement, pleurait en voyant la hashtag #Justice pour Amélie devenir tendance mondiale. Madame Dupont, dans son salon, rédigea une lettre ouverte publiée dans Le Monde, appelant à une réforme des mentalités. Le racisme n'a pas sa place dans un monde civilisé. Amélie Dubois est le visage d'un nouveau Brésil. Carlos, toujours caché avec Dona Rosa, reçut un appel d'Isabelle. « Tu as sauvé une vie, dit-elle. La police protège ta famille maintenant. » Dona Rosa, serrant son fils, murmura une prière, remerciant les Orixa pour leur protection. Claire, dans son pick-up, entendit la nouvelle à la radio. Son souffle se coupa, la panique l'envahissant comme une vague. Elle s'arrêta dans une station-service isolée, son visage pâle sous la lumière crue des néons. Elle tenta d'appeler Diego, ignorant qu'il était déjà menotté. La police, alertée par le traceur d'Isabelle, encercla la station, les gyrophares clignotant comme des étoiles furieuses. « Claire Beaumont, sortez les mains en l'air !» tonna un mégaphone. Claire, les cheveux en bataille, jeta son téléphone au sol, maudissant Amélie. « Tu n'as pas gagné !» cria-t-elle, alors que les menottes claquaient sur ses poignets. La scène, filmée par des badauds, fut postée sur les réseaux sociaux, atteignant 1 million de vues en 1 heure. Pierre, le journaliste, voyant sa carrière s'effondrer, tenta de supprimer ses articles, mais il était trop tard. Globo le licencia et une enquête pour diffamation fut ouverte contre lui. Amélie, enfin libre, retrouva Léon dans un hôtel sécurisé où Antoine les avait conduits. Elle berça son fils, ses larmes mêlées de joie et de douleur. « Plus jamais », murmura-t-elle, embrassant ses boucles. Antoine, à ses côtés,
jura de tout reconstruire. Mais la lutte d'Amélie ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, dans une salle de conférence du siège d'Étoile Céleste, Antoine monta sur une estrade, face à une foule de journalistes et d'employés. « J'ai une annonce à faire », déclara-t-il, sa voix grave résonnant comme un appel. « Je cède ma place de PDG à ma femme, Amélie Dubois. » Un murmure parcourut la salle. Amélie, vêtue d'une robe rouge éclatante, inspirée de ses propres créations, monta sur scène, Léon dans ses bras. « Étoile Céleste sera un symbole d'égalité », proclama-t-elle, son regard brûlant d'une détermination digne de Jeanne d'Arc. « Toute personne promouvant le racisme, comme Claire Beaumont, sera bannie de nos vols. C'est le Brésil que nous construirons, un pays où chacun a sa place, du nord au sud, de la favela au gratte-ciel. » La salle éclata en applaudissements, et sur les réseaux sociaux, Étoile Céleste devint tendance mondiale. Dans une cellule froide, Claire, désormais prisonnière, regarda la télévision où Amélie parlait. Ses poings se serrèrent, mais son pouvoir s'était éteint. La foule raciste qui avait attaqué la maison d'Amélie s'était dispersée, honteuse, et les pancartes haineuses gisaient dans les caniveaux. Amélie, avec Léon dans ses bras et Antoine à ses côtés, devint un phare d'espoir. Le Brésil, avec ses blessures ouvertes, commençait à guérir. Julien, Carlos, Madame Dupont, Maria, Anaïs, tous avaient joué un rôle, un cœur dans cette tragédie moderne où la vérité avait triomphé. Amélie regarda l'horizon, le ciel clair promettant de nouveaux vols, et murmura « Ce n'est que le début ». Comme dans une pièce de Molière, où le vice est puni et la vertu récompensée, Amélie transforma sa douleur en pouvoir, son humiliation en leadership. Le Brésil, avec ses tambours, ses danses, ses luttes, l'acclamait comme une héroïne, une femme noire qui, telle une étoile, brillait dans l'obscurité pour guider son peuple vers un avenir plus juste. L'histoire d'Amélie Dubois, telle une tragédie moderne aux accents raciniens, nous entraîne dans un tourbillon d'émotions où douleur, courage et espoir s'entrelacent avec une intensité digne d'une pièce de Corneille. Cette femme noire, mère et épouse, confrontée à l'injustice brutale du racisme à bord d'un vol d'Étoile Céleste, incarne une lutte universelle pour la dignité et la vérité, un combat qui résonne profondément dans le contexte brésilien, où les tambours du candomblé et les rythmes endiablés de la samba vibrent comme des appels à l'unité. En tant que Français, nous lisons ce récit à travers le prisme de notre culture, marqué par une sensibilité aux injustices sociales et un attachement viscéral à la justice, hérité des idéaux des Lumières et des combats pour l'égalité. L'épreuve d'Amélie, ponctuée par une gifle raciste, une arrestation injuste et la destruction de sa maison, nous touche au cœur, révélant les fractures d'un pays tout en célébrant sa résilience. À travers cette saga, nous explorons des sentiments profonds, tirons des leçons essentielles et trouvons des applications concrètes pour nos vies quotidiennes, dans un style narratif élégant, introspectif et fidèle à la tradition littéraire française, où chaque mot est pesé avec la précision d'un orfèvre. La douleur est le premier sentiment qui nous saisit. La gifle infligée par Claire Beaumont, l'hôtesse arrogante, dans la cabine feutrée de première classe, n'est pas qu'un acte physique, c'est une blessure symbolique, une tentative de réduire Amélie à un stéréotype, une intruse dans un espace d'élite. Cette humiliation publique, devant des passagers silencieux ou complices, évoque les injustices historiques infligées aux Noirs, au Brésil comme ailleurs, et fait écho aux discriminations subies en France, dans les banlieues ou les transports en commun. Lorsqu'Amélie est arrachée à son fils Léon, âgé de seulement 6 mois, et jetée dans une cellule où l'odeur de moisi et le poids des menottes la suffoquent, la douleur devient presque palpable, comme une plaie ouverte. Cette séparation, ce cri d'une mère privée de son enfant, serre le cœur comme une tragédie de Racine, où l'amour maternel est mis à l'épreuve par un destin cruel. En France, où les débats sur l'identité et l'exclusion restent vifs, cette souffrance résonne avec les récits de familles discriminées, de mères luttant pour protéger leurs enfants dans un monde hostile. Pourtant, cette douleur n'est pas un point final. Elle est le creuset où se forge le courage d'Amélie. Ce courage, éclatant comme une flamme dans l'obscurité, est au cœur de l'histoire.
Lorsqu'Amélie affronte Diego, l'assassin engagé par Claire, dans un entrepôt puant l'huile et le métal, elle brandit un tuyau de métal avec une détermination farouche, digne de Jeanne d'Arc défiant ses bourreaux. Ce moment, où sa voix tremble mais reste ferme, tu ne sais pas à qui tu t'attaques, incarne une bravoure universelle, celle d'une femme noire, mère, qui refuse de plier face à la violence. Ce courage, mêlé de peur mais porté par l'amour pour Léon, transcende les cultures et trouve un écho dans l'histoire française, des résistants de la Seconde Guerre mondiale aux citoyens ordinaires qui aujourd'hui s'opposent aux préjugés dans les écoles, les bureaux ou les rues de Paris. Amélie, dans sa lutte, devient une figure héroïque, une Antigone moderne qui choisit l'honneur face à l'injustice, nous rappelant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'acte de la surmonter, comme un marin affrontant la tempête sur les côtes bretonnes. L'espoir, enfin, surgit comme une lumière dans la nuit. Lorsque la vidéo originale, sauvegardée par Carlos, est diffusée sur Globo, révélant la vérité sur la gifle de Claire, le monde s'arrête. Amélie, libérée, retrouve Léon dans une étreinte qui semble arrêter le temps, un moment de rédemption digne d'un dénouement de Molière, où la vertu triomphe après 1000 périls. Cet espoir, fragile mais indéfectible, est celui d'un Brésil et d'un monde, capable de se relever de ses fractures. En France, cet espoir résonne avec notre foi en la justice, héritée des idéaux de Voltaire et Rousseau, et avec notre croyance en un avenir où l'égalité n'est pas un vœu pieux, mais une réalité. La réunion d'Amélie avec Léon, sous un soleil brûlant, est une promesse. Même dans les ténèbres, la vérité finit par briller, comme le soleil sur les vignobles de Provence après une nuit d'orage. De cette histoire, nous tirons des leçons profondes, applicables à nos vies avec la rigueur d'un précepte philosophique. D'abord, résister face à l'injustice. Amélie, confrontée à la gifle de Claire, aux mensonges de Pierre et à la foule haineuse, ne plie jamais. Sa dignité dans la cabine, sa lutte dans l'entrepôt, son refus de céder en prison sont un modèle. En France, où les discriminations raciales ou sociales persistent, nous pouvons nous inspirer d'elle. Face à une remarque raciste dans un café parisien, une injustice au travail ou une exclusion dans une école, levons la tête, comme Amélie, et saisissons notre tuyau de métal, une parole courageuse, une plainte légale appuyée par le Code pénal contre la discrimination ou une manifestation pacifique. La résistance, comme le vin qui gagne en saveur avec le temps, demande patience et détermination. Ensuite, la force de la communauté. La victoire d'Amélie repose sur un chœur de voix. Julien, Maria, Carlos, Madame Dupont, qui, comme dans une tragédie classique, unissent leurs efforts pour la vérité. Julien utilise les réseaux sociaux, Maria brave les dangers de la prison, Carlos risque sa vie pour une clé USB et Madame Dupont mobilise son réseau parisien. En France, cet esprit de fraternité, pilier de la République, nous appelle à agir ensemble. Soutenons un collègue discriminé, rejoignons une association pour l'inclusion ou participons à des initiatives communautaires comme les collectifs de quartier qui transforment les banlieues. Comme le dit un proverbe français, l'union fait la force, et l'histoire d'Amélie nous pousse à tendre la main, que ce soit dans une salle de classe ou lors d'un dîner entre amis. La vérité, comme une arme, est une autre leçon. La clé USB de Carlos, révélant la gifle de Claire, renverse le cours des événements. Dans un monde saturé de fake news, cette quête de vérité est cruciale. En France, où les rumeurs circulent dans les bistrots ou sur les réseaux sociaux, nous devons, comme Julien, partager des faits vérifiés, dénoncer les mensonges, que ce soit dans une conversation ou un post en ligne. La vérité, comme un tableau de monnaie, demande du temps pour révéler sa beauté, mais elle est notre plus grand allié contre l'injustice. Transformer la douleur en pouvoir est une alchimie qu'Amélie maîtrise. Après avoir perdu sa maison et sa liberté, elle devient PDG d'Étoile Céleste, transformant son épreuve en leadership. Cette leçon, digne de Simone Veil qui surmonta les horreurs pour devenir une icône, nous inspire. Une perte, un licenciement, une trahison, un échec, peut être un moteur. Étudier, créer, mener, comme Amélie dans sa robe rouge, brillant comme un phare sur la côte d'Azur. En France, où l'éducation et l'innovation sont célébrées, transformez vos blessures en carburant pour un avenir meilleur. Enfin, célébrez la culture et la foi.
L'histoire d'Amélie est imprégnée des rythmes brésiliens, candomblé, capoeira, mais sa portée est universelle. En France, notre patrimoine, des chansons de Piaf aux poèmes de Rimbaud, est une source de force. Comme Amélie puise dans ses racines afro-brésiliennes, nous pouvons nous appuyer sur notre culture, la littérature, la cuisine, les fêtes comme la fête de la musique, pour nourrir notre résilience. La foi, qu'elle soit religieuse ou laïque, nous guide, comme les orishas guident Amélie. Dansons au son d'un accordéon, partageons une bouillabaisse, honorons nos racines pour trouver le courage d'avancer. Cette histoire, vibrante comme une symphonie de Ravel, nous appelle à agir. Si le courage d'Amélie Dubois vous a ému, si sa lutte contre le racisme vous a fait vibrer, joignez-vous à cette révolution. Criez « Justice pour Amélie » dans les commentaires, partagez cette vidéo pour que la vérité éclaire le monde comme un phare breton. Laissez un si vous croyez qu'Amélie est une héroïne dont le monde a besoin, ou un si vous voulez plus d'histoires de résistance. Cliquez sur « J'aime », partagez avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite. Ensemble, comme une communauté dans un café parisien ou une roda de capoeira, construisons un avenir où la justice triomphe. Battez des mains, levez la voix, soyez le changement.